Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togolaises, Togolais, bonjour. Ici, c'est Joseph Takeli. Nous sommes au 29 mai 2023, 3 jours après l'arrestation de Amron et Sowe Tchala. Je fais cette sortie pour appuyer une démonstration, pour appuyer un argument que Sowe avait défendu, à savoir que Iyadema est de très loin, supérieur à Faure Gnassingbé. Je vais dire de bonnes choses sur Iyadema pour permettre à ceux qui vont nous écouter de comprendre le fossé qu'il y a entre Iyadema et Faure Gnassingbé en termes de gouvernance, en termes de compétences, en termes de vision, en termes de personnalité, en termes de fierté. Voilà des éléments sur lesquels j'aimerais m'appesantir dans ma démonstration. Je vais utiliser mon exemple personnel et ma rencontre avec Iyadema le 5 avril 1991. Avant de continuer, j'aimerais inviter tous les Togolais à participer à toutes les cagnottes, ayant vérifié que les promoteurs de ces cagnottes-là sont crédibles. J'aimerais donc nous inviter tous à s'inscrire dans ces cagnottes-là qui visent à supporter la famille de Amron pendant qu'il est encore en détention. Je vais d'abord saluer Ali Camus qui a pris l'engagement de prendre soin de l'enfant, de la petite fille de Amron, celle qui a fait les déclarations à la suite de l'arrestation de son papa. Donc Ali Camus a décidé qu'il va prendre soin de cette fille-là sur tous les plans, scolarité, manger, tout. Il s'engage à prendre soin d'elle. Ensuite, j'ai vu que notre frère, notre ami Dani Aïda a lancé une cagnotte sur GoFundMe et j'aimerais vous inviter à vous y intéresser parce que Dani Aïda, c'est quelqu'un qu'on connaît et on pense qu'il ne va pas risquer sa réputation pour faire n'importe quoi avec cette cagnotte-là. Il y a également la cagnotte de Zaga Bambo, je ne sais pas si je prononce bien son nom d'artiste, ce jeune homme-là qui a également lancé, qui aurait, je n'en ai pas la preuve, j'ai entendu parler de cette cagnotte aussi dans une déclaration de Ferdinand Haïté. Et donc j'aimerais quand même qu'on s'intéresse à ces cagnottes pour aider notre Amron, notre frère Amron et sa famille, pour qu'ils ne se sentent pas seuls. Je crois que la mobilisation déjà est bonne et pour une fois sur la terre de nos aïeux, on voit une mobilisation sérieuse derrière un individu qui est un personnage qui est triché, qui est bâillonné parce qu'il dit la vérité. Donc c'est très intéressant de constater que les Togolais sont mobilisés et je crois que Faure Gnassingbé, s'il est réfléchi, il va être en train de regretter cet acte-là. Je salue également le réveil que je constate parmi les jeunes de la COSA et j'invite tous les autres jeunes à emboîter, à suivre le rythme de la danse qui est lancée. Bon. Ceci dit, maintenant, je vais revenir sur ce que je voulais dire, à proprement parler. Je voudrais démontrer que Faure Gnassingbé vraiment souffre
de comparaison. C'est-à-dire, on ne peut pas comparer Faure Gnassingbé à Eyadema. Entamer une telle démarche serait même, c'est futile. Parce que Faure Gnassingbé, voilà l'enfant qui est né, hein, la fourchette dorée à la main, à la bouche, et qui ne connaît même pas les villages. Il ne connaît même pas les villages. Il ne sait pas ce que c'est que vivre à Kara, vivre dans le marché, dans les quartiers, aller à l'école. Il n'a aucune idée de cela. Donc, voilà quelqu'un comme ça que Jacques Chirac nous a empoisonné en le faisant chef d'État après la mort de Yadema. C'est une catastrophe. Bon. Et Tchala Amron Essowe avait dit que Faure Gnassingbé est plus qu'un petit, c'est-à-dire petit, en comparaison avec Yadema. C'est une vérité. Et hier, notre ami Passim Piabalo a fait une sortie dans laquelle il a démontré, il a rappelé la sagesse kabyère qui dit qu'un chef est un dépotoir. C'est comme le dépotoir où tout le monde vient jeter les ordures. Tous ceux qui viennent jeter les ordures sur le dépotoir ne craignent pas après avoir jeté les ordures là-bas. Il y a quelqu'un qui a dit que le chef, c'est quelqu'un qui gère tout le monde, les fous, les sorciers, les voleurs, tout ça. Le chef, un vrai chef, un bon chef, en pays kabyère et en pays, dans nos traditions, tout court, c'est un dépotoir qui accepte. Même dans une famille, le grand, l'aîné, est celui-là sur qui tout le monde vient se déverser, se déchausser, se défausser, parler, raconter, dire des choses. Et il est soulagé, il s'en va. Faure Gnassingbé ne peut pas comprendre ça. Faure Gnassingbé ne peut pas comprendre ça. Pour lui, il croit que comme son père était dictateur, il faut être dictateur comme ça, en l'air. Eyadema manipulait le chou et la carotte. Eyadema manipulait le fouet en même temps qu'il donnait du lait à boire aux gens. Eyadema était très intelligent. C'est ce que les Togolais en général n'aiment pas qu'on dise ça, mais Eyadema était un homme intelligent. Même s'il n'a pas été à l'école, après le bac, ça prend seulement 7 ans ou 8 ans pour avoir un doctorat. Lui, il a dirigé, tout ce temps qu'il a dirigé, là, tout le temps qu'il a passé au pouvoir, c'est une expérience que rien ne peut remplacer. Il connaît la psychologie des humains à qui il parle, à qui il veut dire des choses, la psychologie des gens qu'il gère, il connaît ça. Faure Gnassingbé n'en a aucune idée. Vous voyez? Donc, ça fait que quand quelqu'un sort comme Amron et parle, ce qu'il croit devoir faire, c'est de le prendre et de le mettre en prison, tout simplement. C'est pas ça. Eyadema était très intelligent, malin, très futé en matière de gestion, en matière de pouvoir. Il y a quelques exemples qu'on peut prendre pour vous démontrer cela. Eyadema, quand je vais donner un exemple, les jeunes étudiants à qui nous allions parler au nord, avant qu'ils ne prennent le bac pour venir, ils nous écoutaient religieusement. La première fois qu'ils sont allés à Lomé 2, une fois qu'ils ont eu le bac, ils étaient à Lomé, ils sont partis voir Eyadema. Ils sont partis à un de ces rassemblements-là qu'ils faisaient là-bas. Un de ces jeunes-là est revenu, m'a dit, mais grand frère, Eyadema dont tu nous parles là, on dirait que ce n'est pas la même que celui, c'est pas le même que celui que nous avons vu. Hein. Mais le gars sait parler, il sait causer avec les jeunes, il vous fait même rire, des choses comme ça. Est-ce que vous avez jamais vu Faure Gnassingbé faire quelque chose comme ça, ou rassembler les gens, où il peut parler et convaincre, sans faire des gaffes comme ce qu'il a fait je ne sais pas si c'était en Corée, où il est parti dire que les Africains ne savent pas, les jeunes Africains ne savent pas réfléchir. C'est ça, Faure Gnassingbé, quand il doit parler sans lire, il ne connaît même pas ce qu'on appelle la blague, il ne sait même pas comment haranguer une foule, parler, mais Eyadema, c'était autre chose. Maintenant, je vais prendre un exemple personnel pour démontrer que Eyadema connaissait la politique. Plus que beaucoup de Togolais, même de ceux qui se disent démocrates, Eyadema était très, très, très intelligent. Il connaissait beaucoup de choses. Le 5 avril 1991, à la tête d'une délégation d'étudiants, Eyadema
nous a reçus, m'a reçu avec ma délégation, parce que nous faisions beaucoup de choses sur le campus. Il entendait qu'il y avait des jeunes et qui protestaient contre le fait que les conditions d'études, les bourses, tout ça là, que ça n'allait pas. Donc, ce qu'il a fait, il n'a pas envoyé les gens nous attraper. Il a préféré nous inviter pour discuter avec nous, causer avec nous et savoir, nous écouter et savoir ce que nous voulons. Vous voyez, si vous allez chez Yadema, si Yadema est devant vous pour causer, si vous ne faites pas attention, vous allez l'embrasser avant de partir. Vous allez lui donner, vous allez jeter vos bagages là-bas et dire que bah, le gars là, je me trompais. C'est le genre de personne qu'il était, ça. Ce n'est pas étonnant donc que ça a duré. Parce que quand il faisait ses meetings à Lomé 2 là-bas, vous croyez qu'il s'amusait? Il était là-bas pour manipuler les populations et leur dire ce qu'il veut qu'ils fassent. Bon. Donc, il nous a reçus. Le hasard a fait que nous étions assis en cercle et moi, j'étais assis à côté de Yadema. À sa gauche. Il était à ma droite, j'étais à sa gauche. Et j'ai pris la parole, j'ai dit, Monsieur le Président, je me suis présenté, j'ai dit, Monsieur le Président, il y a certaines choses qu'on doit dire dans ce pays. Je lui dis, mais que les journaux venaient de publier que vous avez donné des milliards à Prince Johnson, à Charles Taylor. Et il y avait un troisième là, les Libériens là. Le journal La Parole de Bertin et de Billy Calao avait écrit que vous donnez de l'argent aux gens pour qu'ils viennent faire le cinéma de réconciliation au Togo. Est-ce que c'est vrai? Je lui demande comme ça. Et si c'est vrai, vraiment, c'est choquant. Parce que nous avons besoin de cet argent-là. Nous avons besoin d'amphis. Nous avons besoin de matériel à l'université. Nous avons besoin... J'ai cité beaucoup de choses. Je m'étais bien préparé pour aller le voir. Donc, il a pris la parole. Il dit, mon fils, mais vous avez raison. Mais vous avez raison. Vous allez voir. Moi, je vais intenter un procès contre les journaux là. J'ai vu les chiffres là qu'ils ont publiés. Mais vous allez voir. Mais nous tous ici, nous allons suivre ça. Il n'a pas dit que moi, je vais aller attraper les journalistes, les emprisonner. Il dit, mais vous allez voir ce que nous allons faire. Vous serez témoins. Où est-ce que moi, j'ai trouvé cet argent-là pour distribuer aux gens? Nous n'avons pas encore payé notre participation à l'ONU. Et vous me dites que des gens disent que moi, j'ai donné cet argent-là, ces montants-là aux gens. Mais c'est du mensonge. Mais on va suivre cette affaire-là, aller jusqu'au bout. On va aller au tribunal. Et je vous prends à témoin. Vous serez là, vous allez voir. Voilà comment Yadema me parle à moi. Minuscule que j'étais. J'étais dans à peine 25 ans. Ils me parlent comme ça, mais ils me disent, mais les gens mentent. Nous n'avons pas encore payé notre participation à l'ONU. Et il enchaîne. Mais ensuite, est-ce que vous savez ce que les gens là nous imposent? Les gens là, c'est les Blancs, les institutions là. Vous savez ce que ces institutions là nous imposent? On nous impose de nous désengager de l'éducation nationale, des domaines sociaux, de ne pas couvrir les frais d'hôpitaux, de ne pas couvrir les cas sociaux et tout ça là. Vous croyez que nous sommes libres dans ce que nous faisons? Ah bon? Quand il a dit ça, j'ai dit, mais est-ce et l'argent que vous distribuez aux gens qui viennent vous voir tous les jours? Il me dit, mais les gens viennent me voir. Vous ne voulez pas que je leur donne quelque chose? Les gens quittent le Kara, quittent Dapaon, quittent partout, ils viennent me voir. Et ils vont partir comme ça, je ne vais rien leur donner. Et maintenant, il ajoute, et vous, est-ce que vous n'êtes jamais venu chez moi ici et je ne vous ai rien donné? Là, j'ai senti que ça, c'est une petite manipulation, bien un appât comme ça. J'ai dit, mais monsieur le président, je ne viendrai jamais vous voir. Il dit, pourquoi? Je dis, parce que si j'aime votre politique, je vais préférer que vous fassiez en sorte que tout le monde soit heureux. Plutôt que moi seul, je vienne et puis je prends, je m'en vais. Il m'a regardé, je l'ai regardé. Il m'a regardé fort. Je l'ai regardé jusqu'à j'ai obligé de baisser sa tête 3 fois. Et j'étais assis avec mon secrétaire général, c'était Douti Nakmak, Michel. Je me suis retourné vers Michel, j'ai dit, Michel, ça c'est le meilleur moment de ma vie. Voici un homme, un homme comme nous, c'est un père, c'est un parent. Ce n'est pas un Dieu.
Moi, j'aime ça. J'adore ça. Alors, j'ai enchaîné encore. J'ai dit, mais l'argent que vous mettez pour donner à tous ceux qui se rassemblent à Lomé 2, cet argent peut être utilisé pour investir dans des formations, créer des formations pour les former. Parce que c'est tous les jours que ces gens-là vont s'aligner là-bas chez vous. Je pense qu'on aurait bien utilisé cet argent-là pour faire autre chose. Je crois qu'il y a des mains, à ce point, il se sentait un peu dépassé, mais il a dit, bon, les jeunes, je m'en vais, je dois recevoir un appel, il me semble que c'est un ambassadeur, il a donné un nom là, on m'attend là-bas, je dois partir, mais vos ministres vont s'occuper de vous et voilà, tout rentrera dans l'ordre. Mais il n'a pas été méchant dans ça. Il n'a pas été méchant. Et celui qui a fait que Yadema même s'est senti comme, c'est comme si Yadema avait senti que peut-être que cet enfant-là lui manquait de respect ou quelque chose. C'est un ministre, c'est le ministre de l'enseignement technique, quelqu'un qui me montrait qu'il m'admirait. Souvent, quand on allait au rectorat pour les discussions, il se cachait derrière les gens, il me faisait un pouce levé comme ça pour me dire. Maintenant, quand je suis en train de parler devant Yadema, il prend la parole, il dit, oh, mes enfants, quand un chef d'État a la magnanimité de vous recevoir, il ne faut pas abuser. Bon, alors, sa parole donnait un autre ton, une autre tournure à cette causerie-là. Voilà, comme ça, Yadema nous a quittés et nous sommes partis. Et les jours qui ont suivi maintenant, j'entendais que le Hakam, à l'époque, Bojona, Akade, mes amis, mes camarades Bidassa étaient devant une organisation qui naissait au campus, qu'on allait surnommer le Hakam. Quand ils organisaient des choses, ils disaient que c'est Joseph Takeli qui est à l'origine de la coupure des bourses. C'est Joseph Takeli qui a fait qu'on a rabaissé les bourses. Alors que Yadema explique clairement que c'est les institutions de Bretton Woods qui obligent les États à se désengager des domaines comme l'éducation, l'éducation, la santé et les domaines sociaux. En ce même moment-là, maintenant, vous avez des gens comme les Bodjona et autres qui organisent des jeunes à l'université là-bas, à Kade et autres. Bon, je crois qu'à l'époque, Bodjona devait commencer par être en retrait, si je ne m'abuse. Mais l'organisation du Hakam répandait l'information selon laquelle c'est moi qui suis à l'origine du fait qu'on arrache les bourses. Yadema explique que c'est les institutions de Bretton Woods. C'est plus tard également que je comprendrai effectivement ce que ça veut dire les PASS, les programmes d'ajustement structurel, ce que ça voulait dire. C'est des années après que moi je comprendrai ça. Et c'est ce que Yadema m'a dit à moi, avec mes camarades qui étaient là-bas. Amoussou Karis est encore là, vous pouvez lui demander. Il est en Suisse. C'était mon vice-président. Mais Yadema n'était pas violent envers nous. Mais au moins, il nous avait écoutés. Il nous avait écoutés. Et quand on est parti, mais le mouvement s'est essoufflé de lui-même parce qu'on n'avait pas grand-chose à dire et parce que le monsieur vous a expliqué les choses. Vous-même, quand on vous donne l'information comme ça vous fait réfléchir. Est-ce que ça, là, on peut dire que Faure Gnassingbé peut faire ça? Est-ce que Faure Gnassingbé a la capacité de faire ce travail-là? Sans menacer les gens, sans prendre les gens pour les jeter en prison? J'ai compris plus tard que ce n'est pas Yadema qui était à l'origine de ma persécution. C'est les gens du Hakam, les jeunes du Hakam qui me persécutaient. J'ai une fois demandé à Bodjona Pascal, mais attends, qu'est-ce que le jour où on m'a attaqué à Lomé, j'ai rencontré Pascal, je lui dis, mais vous là, qu'est-ce que vous faites même? On m'a attaqué là, si on me tue là, toi Pascal, tu vas gagner quoi? Il me dit, Joseph, est-ce que tu crois que moi je peux être derrière un truc? Mais qu'est-ce que tu n'es pas derrière ça? Qu'est-ce que tu as dit à la population? Quelle déclaration tu as faite pour dire que mais ce que vous faites là, c'est pas bien? C'est comme ça vous arrange? Est-ce que le chef de l'État vous a envoyé de faire ces choses-là? Ce que je ne savais même pas, c'est que Yadema lui-même m'avait admiré. Un jour, Maître Dovi Arlonco me demande, Joseph, qu'est-ce que tu as dit? Quel est le contenu de ta causerie avec Yadema? À chaque fois qu'il me voit, il me demande de tes nouvelles. Il me demande, votre camarade, votre ami là, l'infirme là, il va bien? Comment il se porte? Il va bien? Ce n'est pas Yadema qui avait demandé qu'on me tue. Si c'est Yadema qui avait demandé qu'on me tue, quel pouvoir moi j'avais pour survivre? C'est les zélés du Hakam,
les zélés, les jeunes qui croyaient qu'on ne peut pas parler au chef de l'État, qu'on n'a pas le droit de parler à un chef d'État. Pourquoi on n'a pas le droit de lui parler? Lui, il était même content de me recevoir. J'avais appris aussi, j'apprendais plus tard qu'un jour, il était fâché. Il était devant des gens qui se rassemblent là-bas. Il est sorti, il a dit non, vous là, vous êtes très faux. Il y a un infirme qui est venu un jour me dire la vérité ici. Je vous ai envoyé en Europe, vous n'êtes même pas, certains sont revenus, beaucoup sont revenus sans diplôme. Vous êtes venus ici pour faire quoi? Il savait que les gens sont là, ils ne foutent rien. Donc, tout ça là, c'est pour dire que Eyadema, on ne peut pas le comparer à son fils, Faure Gnassingbé. Mais on doit aussi dire que c'est lui, c'est Eyadema qui nous a mis dans ça. Un jour, il nous a dit à Lomé que si on ne fait pas attention, le Togo va reculer à 100 ans en arrière. Mais ça, c'est chez l'Africain qu'on voit des choses comme ça. C'est ça, nous sommes à 100 ans en arrière aujourd'hui. Nous sommes à 100 ans en arrière. Aussi longtemps que lui, il était au pouvoir, ça devait marcher. Quand on a commencé par faire les mouvements et qu'il sentait que son pouvoir était menacé, donc là, non, ça ne doit pas aller comme ça. Voilà. Et voilà, il meurt et on nous impose le plus médiocre de ses enfants. Eyadema avait de la jugeote, on l'a mis au pouvoir, mais il savait, il lui arrivait de se dire, mais ces blancs-là, ils nous trichent. Ces blancs-là, ils nous trichent. L'histoire retiendra qu'Eyadema est la seule personne, le seul président en activité qui ait pu dire à un président français que le franc CFA ne nous arrange pas. Il y avait la vidéo circule. Eyadema a dit non, le franc CFA là, c'est pas bon pour nous. Devant le président Pompidou, Georges Pompidou. Georges Pompidou était fâché comme Mitterrand s'était fâché quand Sankara avait parlé à une conférence de l'OUA. Donc, c'est Eyadema seul, et l'histoire retiendra ça. Ce qui veut dire que Eyadema ne connaissait pas, en fait, à quoi on l'engageait en le mettant au pouvoir. On l'a mis au pouvoir, mais il arrive quelquefois, ils se disent, mais ces gens-là ne nous font pas du bien. Est-ce que Faure Gnassingbé peut tenir un tel propos? Est-ce que Faure Gnassingbé peut tenir tête? Même si après, on a dû le ramasser, le menacer, pour qu'il rentre dans les rangs. Il a essayé. Ça, c'était en 1972. Ça fait combien? Il a pris le pouvoir en 1967. En 72, ça faisait 4 ans. 4 ans après qu'il ait pris le pouvoir, il constate que mais ça ne va pas. Il lui pose le problème du CFA. Faure Gnassingbé il vend le Togo littéralement. Il est en train de vendre le Togo pour préserver son seul pouvoir. Est-ce qu'on peut comparer ce monsieur-là avec Eyadema? Ce serait une grosse erreur. On ne peut pas comparer Faure Gnassingbé à Eyadema. Je vais conclure en rappelant ce que Passim a dit hier, ce que d'autres ont dit là-bas hier. Dans la sagesse africaine, un bon chef, c'est le dépotoir, qui est prêt à accepter toutes les injures. Pour ceux qui croient qu'on injure, on n'insulte pas le chef de l'État, vous vous trompez. Ce n'est pas une question d'être en Occident. Ça ne vient pas de l'Occident. La sagesse africaine elle-même nous l'enseigne. Un chef, c'est celui-là sur qui on déverse tout. Ça ne veut pas dire qu'on est impoli. Non. Ça ne veut pas dire qu'on est impoli. C'est les dictateurs qui sont venus nous faire croire qu'on ne doit rien leur dire. Et nous avons accepté ça. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Donc, je tenais à marteler cela, à rappeler que Faure Gnassingbé manque de leadership. Il n'a aucun leadership. Il est là pour lui-même. Pour lui, c'est tout. Son orgueil, sa gourmandise, sa colère, sa rancune, c'est ça qui le caractérise. Un chef, ce n'est pas ça. Un chef, ce n'est pas ça. Et le pays est en train de s'enfoncer tous les jours. Tous les jours, le pays s'enfonce. Et si nous ne nous levons pas, nous pensons que c'est normal comme ça. Vous voyez, il n'y a pas d'avenir pour nos enfants. Leurs enfants n'ont aucun avenir. Et donc c'est ça. Quand on comprend ça, qu'on soit fils de dignitaire ou qu'on soit
fils de pauvres comme nous autres. Quand on comprend ça, on ne peut que se soulever. On ne peut que dénoncer ça. Ce que Tchala fait, ce que Amron a fait. Mais moi, j'ai fait ça sur le... À l'époque, on n'avait pas WhatsApp, on n'avait pas TikTok pour que nous nous exprimions. À l'époque, si j'avais ça, c'est sur ça que moi, j'allais m'exprimer. Moi, j'écrivais des tracts en disant, je m'appelle Joseph Takeli, j'habite à telle chambre, venez me tuer. Si Adema voulait me tuer, c'était vite fait. C'est rien du tout, ça. Hein? Mais Adema même m'a invité pour venir causer avec lui. À la place de Yadema, qu'est-ce que Fort fait? Fort préfère plutôt aller prendre Amron et l'enfermer pour montrer sa puissance. Ça ne s'appelle pas puissance. Ça s'appelle de la faiblesse. De la faiblesse. Et quand vous êtes faible de cette façon-là, ça va précipiter votre chute. C'est tout ce que ça peut faire. Si vous ne libérez pas Amron, vous allez précipiter votre chute. C'est ce qui va se passer. Actuellement, la mobilisation est intense. La mobilisation est grave même. Plus que jamais, le Togo n'a été autant secoué de façon harmonieuse, homogène. À Kara, les jeunes se déchaînent. Les jeunes sont mobilisés. Justement parce que Eyadema savait comment garder comment manipuler les gens, comment leur parler, comment faire en sorte qu'ils ne se soulèvent pas. Eyadema ne faisait pas des choses comme ça, brutalement comme ça. On pense qu'il était brutal, mais il était la brute, mais c'est faux. C'est Faure Gnassingbé qui est le cruel. Cruel. Un monstre froid qui tue calmement. Voilà. Mais quand vous êtes bête comme ça, là, vous vous prenez dans votre propre piège. Il est pris dans son propre piège. Nous n'allons pas lâcher le morceau. C'est faux. C'est faux. Qu'il tue Amron ou pas, Amron a fait son travail. Mais il ne doit pas oser toucher à son cheveu. S'il ose, c'est la précipitation de sa chute, garantie. Merci. Courage au peuple togolais, courage à tous les combattants. C'est l'occasion de faire l'unité qui nous a tant manqué. C'est tout. Notre intérêt, nos intérêts, l'avenir de nos enfants en dépend. Nous avons tellement de richesses dans ce pays-là. On nous détourne de ces réalités-là pour justement nous exploiter. Nous avons trop de richesses pour nous comporter comme des mendiants. Nous sommes un peuple riche en tout. En uranium, en manganèse, en phosphate, en marbre, en fer. Mais qu'est-ce que nous n'avons pas au Togo dans ce petit pays-là? Si on avait un dirigeant éclairé, mais ce pays-là va briller. C'est ce que Sylvanus Olympio voulait faire lors d'une humanité. Mais bon. Merci. J'ai été long aujourd'hui. Bon, ça valait la peine. Courage à nous tous. Vive Amron. Vive la libération togolaise bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.